Merci de votre fidélité. Nous revenons sur ce plateau de kiosque. J'étais en train de dire tout à l'heure au début de votre émission, le Premier ministre Bruno Tshibala, tout à l'heure à l'Assemblée nationale, l'interpellation du député Henri Thomas Lokondo avait reçu le quitus unanime de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre va pouvoir s'expliquer du retard enregistré dans les dépôts de la loi des finances exercice 2018. Robert Mugabe, le vieux Roba, vient de partir après 37 ans de règne sans partage et qui a géré ce pays sous une main de maître, une main de fer. Robert Mugabe cède non, je disais au début de l'émission, pendant que la procédure de sa déchéance était amorcée à l'Assemblée et au Sénat, bref, au Parlement. C'est le vice-président déchu qui va rentrer au pays, lui qui avait fait les déplacements de l'étranger pour pouvoir conduire la courte et la petite transition. Autre sujet que nous allons développer tout à l'heure dans votre magazine, c'est ces reports de la manif du RASOP. Martin Fayoulou a écrit au nom du RASOP pour le compte de son parti décidé. Le RASOP ne va plus descendre dans la rue, soit pour rejeter les calendriers le 28 de ce mois. La date, vous la retenez, c'est pour le 30. J'ai suivi même la réaction de l'IDPS, Augustin Kabouya. Le RASOP veut tout simplement préserver des vies humaines. Le RASOP ne veut pas d'une confrontation avec la majorité présidentielle. Kiosque d'aujourd'hui vous fera le point d'honneur. À quelques instants de la fin de l'émission, nous allons vous faire le récapitulatif du dossier Daniel Safou. Nous devons les soutenir. Nous sommes ensemble. Nous ne prenons pas fait cause ni pour Daniel, moins encore pour les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication. Les invités, ils sont deux. On est en retard, mais je pense bien que nous allons... Suivre, c'est pour 2 semaines, hein, c'est jusqu'au vendredi prochain. Très bien, merci beaucoup Peter Tchani, John Lungila, il est de Congo Web TV, mais je précise ici qu'ils n'interviennent pas pour le nom et le compte de leurs médias respectifs. Ici ils sont comme des journalistes et les analystes de l'actualité. Bonjour. Bonjour bienvenue. Serge, merci pour l'invitation. Merci, chemise, beau costume. Hein. Vous aussi. Oui. Allez, table ronde, les derniers invités ou soit les prochains invités. Les derniers c'était, j'ai perdu, c'était les jeudis passés. Oui. Et, mais demain, je sais que je vais recevoir un plateau de jeunes. Mais ce qui est plus important aussi, Serge, je voulais faire cette mise au point, si vous me permettez, pour 1 minute seulement, parce que j'ai vu aussi, vous avez commenté sur cette publication, un jeune, un leader jeune, Constant Moutamba, que vous connaissez, le président de Nojek. Vous savez que depuis le week-end passé, il est victime d'un empoisonnement. J'ai eu à le dire quelques heures après qu'il soit piqué une crise, qu'on l'a ramené à l'hôpital. Vous savez qu'il était l'initiateur d'une opération qui a réussi à l'INCA. Ça fait carton plein, opération Maki, pour demander aux uns et aux autres de respecter les calendriers et de se mobiliser pour trouver des moyens afin de demander, de permettre à la CENI de respecter ces calendriers. C'est vrai que la Nojek est contre d'autres mouvements citoyens.
Imbi et consorts qui, selon la NOGEC, sont des fois utilisés pour déstabiliser le pays moyennant de moyens qu'ils octroient auprès de quelques chancelleries internationales. Et ce matin, je l'ai eu au téléphone, on a parlé, il se porte bien. Je voulais rassurer ici que moi, j'ai vu le carnet médical de Constant Moutamba qui existe et qui a approuvé qu'il y avait tentative d'empoisonnement aigu. Heureusement que ce n'est pas chronique, sinon on allait le perdre automatiquement. Et il m'a aussi demandé de transmettre salutations à tout le monde parce que je l'ai au téléphone. Et ce qui est bien, il a pardonné l'auteur de cet acte, un peu comme le pape l'a fait, ce sont ses mots. Prions pour lui pour qu'il puisse retrouver sa forme et revenir dans ses activités politiques pour servir le pays. Budget de l'État, exercice 2018, RDC, Tchibala face aux députés. Aujourd'hui, écrit la prospérité, mesure de décrispation politique, Sensa, Olengankoï décrète une mission de clarification auprès du gouvernement congolais, écrit la prospérité. Forum, l'opposition ayant repoussé sa marche au 30 novembre, Rassop, MP, les chocs frontaux évités de justesse. Dans sa lettre adressée au gouverneur Kimbuta, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, donne les détails sur l'itinéraire. Démission de Mugabe, Alpha Condé donne de la voix et réagit. La cité africaine, la question qui circule sous les manteaux, majorité, qui va succéder à Joseph Kabila? Peter, vous demandez les stylos? Oui, merci. Non, quand vous venez à l'émission, on s'amène avec un bout de papier et un stylo. Merci je vous beaucoup. prête les miens, mais prochainement, quand vous venez à l'émission, ok, vous venez pas blaguer sur ces plateaux. Voilà, maintenant que vous avez besoin de noter et que vous n'avez pas de stylo. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut revenir sur... c'est un dénouement plus que heureux hein, au Zimbabwe. Tout ce qu'il y a eu, maintenant le vice-président va rentrer. Vous pouvez passer 2 minutes d'analyse sur la situation du Zimbabwe. Vous savez, la situation à Zimbabwe nous renseigne sur ce que nous devons respecter sur le plan dans la gestion d'un État. Mais au-delà de tout ce qui s'est dit, parce qu'il y a de ceux-là qui font aussi, bon, chacun interprète la situation zimbabwéenne à sa manière, mais il faut savoir que il y a un chercheur zimbabwéen qui avait écrit il y a 3 ans que les Zimbabwe étaient prêts à accepter Mugabe même pendant 500 ans, même pendant 600 ans à la tête du pays. Les Zimbabwe étaient prêts, mais les Zimbabwe n'étaient pas prêts à accepter tout, sauf sa femme, son épouse, sauf une autre personne issue de sa famille biologique. Chercher à le faire, ça allait être une insulte sur le peuple zimbabwéen, du reste indépendant et jaloux de son identité. C'est ce qui est arrivé, effectivement. Mais il faut reconnaître ici, parce qu'il fallait trouver une issue pour le patriarche Robert Mugabe. Je vous rassure que jusqu'au moment où je vous parle, Mugabe est très bien respecté au Zimbabwe. Voilà pourquoi on ne voulait pas l'humilier. Voilà pourquoi on voulait qu'il démissionne, parce qu'il fallait qu'on reste dans le cadre constitutionnel. La démission de Mugabe allait ouvrir la brèche à une transition avec la gestion du vice-président pour organiser les élections. Mais tuer Mugabe ou le forcer à l'exil, ça allait tomber dans ce que d'aucuns ne voudraient, le coup d'État, ce qui n'était pas une bonne chose. Et je salue le travail des négociations qui s'est passé avec le médiateur, du reste c'est son prêtre qui a été avec lui depuis longtemps, et même l'implication de l'Union africaine et de l'Afrique du Sud pour aider le Zimbabwe à éviter une crise après le départ de Mugabe. Nous saluons le courage et le sens de fair play de Mugabe qui a accepté de démissionner, de quitter le pouvoir. Un peu en retard. Hein? Oui, c'est en retard, mais il fallait qu'il soit aussi rassuré. C'est vrai, les discussions sont allées au-delà de l'avenir du Zimbabwe, mais aussi de l'avenir de Mugabe. C'était important de les définir sur papier. Je crois qu'aujourd'hui, les Zimbabwéens ont pris les responsabilités de régler en famille leurs problèmes, au-delà de l'implication, de l'ingérence que cela allait favoriser. Mugabe est parti. Souhaitons un avenir radieux au Zimbabwe pour qu'il puisse organiser les élections et trouver la personne qui va prendre le commande du pays après Robert Mugabe, qui du reste n'a pas aussi démérité. Il a laissé le Zimbabwe sur de bonnes rails, sur de bonnes statistiques.
C'est vrai, beaucoup reste à faire, mais reconnaissons que Mugabe a beaucoup fait aussi pour son pays. Mais s'il faut comparer Zimbabwe de la Rhodésie du Sud à l'actuel Zimbabwe avec ces dollars zimbabwéens qui ne représentent plus rien, qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui Zimbabwe est sur les bons rails et que Mugabe a laissé ça pendant que l'économie est au rabais? Non, si nous parlons de Zimbabwe aujourd'hui avec respect, c'est Robert Mugabe. Si aujourd'hui nous parlons de l'Afrique, je suis au regret de constater que des chefs d'État capables de faire face aux Occidentaux sont en train de partir. J'ose croire que la succession pourra assurer la relève. Vous savez ce qui se passe en Libye aujourd'hui. Personne, aucun chef d'État n'a le courage d'en parler ou de dénoncer. Mais Mugabe était comme Mohamed Kadhafi, qui ont défendu non seulement l'identité de Zimbabwe, mais l'identité de l'Afrique aussi. Il faut les reconnaître. C'est vrai, l'homme est resté depuis très longtemps au pouvoir. C'était lié à un contexte donné. Aujourd'hui, les États se démocratisent de plus en plus. Les peuples africains voudraient bien devenir appliquer la démocratie. Et donc tous les dictateurs doivent partir, qui du reste n'ont pas de mérité. Mais le plus important, c'est l'héritage, comme je l'ai dit, que Mugabe a légué au Zimbabwe et au peuple africain. Et donc qu'on s'en sert positivement. Très bien. Robert Mugabe est parti, hein, trop de pression, mais j'ai comme l'impression aussi que c'est son épouse qui a quelque peu précipité le départ de Robert Mugabe. Et si Grace Mugabe n'avait pas poussé Robert à pouvoir faire partir le vice-président, peut-être que Mugabe allait rester encore là président dans l'ombre et que le vice-président ferait l'affaire jusqu'au prochain congrès de la ZANU-PF au mois de décembre prochain. Merci beaucoup Serge. J'aimerais d'abord préciser ici que le fait de manquer un stylo ne veut pas dire que c'est de la blague, ça arrive. Moi je fais des émissions, il y a des fois des invités viennent sans stylo, je leur donne, c'est le travail même de la réalisation, de donner un papier et un stylo aux invités. Donc quand il n'y en a pas, ça n'a rien à voir avec le fait de blaguer. On vous a donné du papier, hein? Oui, donc il fallait essayer de rectifier. Par rapport à Moutamba, je veux rectifier rapidement. Non, s'il vous plaît. Le débat de Moutamba, ce n'est pas un débat inscrit à l'ordre du jour. Il a fait une mise au point, ça ne vous engage pas. Non, que je rectifie. Non, s'il vous plaît, répondez. Non, s'il vous plaît. On ne fait pas un débat. Non, s'il vous plaît. Nous sommes à la télévision. Non, s'il vous plaît. Nous avons pour rôle d'informer, Serge. Peter Tchani. Laisse-moi réagir à ce que je dis sur le plateau. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je ne refuse pas. L'invité a dit quelque chose. Peter Tchani. Pourquoi tu m'empêches d'en parler? Peter Tchani, si vous voulez réagir sur ce que les confrères a dit sur Mugabe, parce que c'est un sujet à l'ordre du jour, je vous donne la parole. Si vous voulez réagir sur Moutamba, j'ai dit que ce n'était pas un sujet à l'ordre du jour. Alors épargnez-moi ces détails. On risque de faire une publicité inutile sur quelqu'un qui peut-être ne représente rien. Allez. Voilà. Alors est-ce que je peux préciser quelque chose? Non, sur Mugabe, oui, s'il vous plaît. Respectons les c'est important. Tentative d'empoisonnement. Non, s'il vous plaît. Ça veut dire que ça n'existe nulle part. Peter Tchani. Bon, ça va. Okay. Allez-y. Robert Mugabe. Ne faisons pas la publicité de quelqu'un qui ne représente rien. Oui, mais justement, il faut respecter les choses. C'est pourquoi je vous épargne ces détails inutiles. Robert Mugabe. C'est pas possible. Robert Mugabe. Bref, je perds même le fil d'idée et je vais avoir du mal à réfléchir, Serge. Si ce sera comme ça. Je peux vous aider à vous donner certains éléments. C'est que finalement, l'Assemblée nationale et le Sénat zimbabwéen s'étaient réunis pour procéder à une procédure de déchéance de Robert Mugabe. Pendant ce temps, Robert Mugabe précipitamment envoie sa lettre de démission et ça a créé l'euphorie à Bulawayo, au Zimbabwe et même au niveau de l'Afrique. C'est un dictateur qui part, un despote, je ne sais pas moi, 37 ans après, il est apprécié selon les uns comme un despote, selon les autres comme héros de la guerre de la libération, mais il était déjà lâché par son parti, la ZANU-PF, par l'armée et par les vétérans de la guerre. Je veux ici saluer tous les combattants de la liberté qui ont travaillé en Afrique. Je veux ici saluer toutes les personnes qui se sont battues pour leur pays. Mugabe n'a pas tout faux. C'est vrai qu'il a fait des choses dans son pays. C'est vrai qu'il a même chassé des blancs pour prendre les richesses et donner aux noirs. Ça, c'est une très bonne chose. Malheureusement, à la fin, Mugabe a multiplié par 0 tout ce qu'il a pu faire et sorti par la petite porte. Mugabe pouvait sortir par la grande porte. Voilà. C'est comme ça que je l'ai même dit que Joseph Kabila, en faisant le 1+4, pouvait sortir par la grande porte en 2016. Mais aujourd'hui, visiblement, là, lui ouvrons les choses, je crains qu'il ne sorte par la petite porte. Ça veut dire que Mugabe est passé pour un grand. Il y a des dictatures qui développent des pays. C'est comme ça que je t'ai dit l'autre fois, tu viens de le dire. Non, tu disais ça aux téléspectateurs. En face de moi, c'était lui. Tu ne t'adresses pas à ton en face de moi, c'était lui, parce que c'est lui, c'est un échantillon pour casser ce qu'il dit. Tu as parlé de Libye.
Justement, Kadhafi était un dictateur, mais un dictateur qui travaillait pour le développement de la Libye. Mugabe, un dictateur qui a travaillé pour le développement pour l'effondrement de l'économie zimbabwéenne. Ça, c'est le fait. Non, il y a eu une période. C'est à la fin que quand il a voulu se pérenniser, c'est cette question de vouloir rester au pouvoir. Et à la fin, il n'a pas de dauphin. Il se dit, maintenant, c'est ma femme que je veux placer. La nation se ligue. L'esprit de la nation se dit, pour le Congo, une armée qui travaille pour le Zimbabwe et non pour Robert Mugabe, les Zimbabwéens qui sont là pour les intérêts du Zimbabwe et non pour un individu, on dit, non monsieur, pour les intérêts du Zimbabwe, nous te mettons dehors. C'est ça ce qu'il faut apprécier. C'est ça qu'il faut aimer. Mugabe pouvait prendre la balle au bon quand il a été pris par son armée et démissionner. Tout le monde a attendu ça. Il est passé aux médias, au lieu de démissionner, il a éludé, il a arraché des pages où il devait démissionner pour dire autre chose à la télévision. Et puis on l'a vu à une cérémonie universitaire, et puis en fin de compte, il sort par la petite porte. Mais il y a quand même la contradiction, hein, Peter Tsani. La dernière déclaration des Zimbabwe médiatisée, il disait il va tenir les prochains congrès avec la ZANU-PF au mois de décembre. Mais maintenant qu'il est chassé de la ZANU-PF, et en même temps il démissionne. Qu'est-ce qui a changé entre son discours et la journée d'hier? Non, rien n'a changé. Ça veut dire qu'il s'est vu contraint devant une situation. Mugabe voulait emmener l'armée à faire un coup d'État clair, le prendre et puis prendre le pouvoir de force pour que la SADC intervienne. Et surtout l'Afrique du Sud qui a pour mission d'intervenir en cas de problème. Alors on devait l'emmener jusqu'au bout. On lui a donné une brèche de sortie, une déclaration. Il a fait cette déclaration sans démissionner. Alors maintenant, quand on a enclenché la procédure de sa destitution à l'Assemblée, alors il s'est rendu compte que c'était perdu pour lui. Alors c'est là qu'il va sortir par la toute petite porte. Quelle leçon pour l'Afrique, pour le Congo démocratique, pour les armées africaines et pour l'armée congolaise? Non, surtout pour le Congo. Mugabe était le seul chef d'État à venir à la prestation de serment du président de la République en 2011. Quand tout le monde a saboté. Ça veut dire que c'est une leçon importante, très importante pour nous, pour dire que à un moment de l'histoire, il faudrait savoir quitter les choses avant que les choses vous quittent. Il faut savoir, c'est vrai, avoir des garanties pour sa sécurité, la sécurité de sa famille, chose que nous avions toujours dit pour notre chef de l'État, parce que j'ai vu dernièrement dans une vidéo, je crois que c'est une vidéo qui date, où il est allé accompagner Laurent Désiré Junior à l'école. Ça fait beau de voir un jour Joseph Kabila en train de prendre de l'air à Mwanda. Ça fait beau. Ça veut dire que des sécurités garanties, mais sortir par la grande porte. Pourquoi les chefs d'État doivent toujours sortir par des petites portes? Pourquoi ils ne peuvent pas se rendre à l'évidence que l'usure du pouvoir, à un moment donné, l'ivresse du lait, tu n'as pas l'impression qu'à un moment, ça va t'échapper. Est-ce que c'est difficile d'établir un parallélisme entre les armées africaines en général et l'armée zimbabwéenne? Parce que l'armée zimbabwéenne, en fait une partie intégrante de la ZANU-PF, bref, d'un parti politique. Est-ce que les armées africaines peuvent aujourd'hui se dire, en tout cas, si un chef d'État, je ne parle pas de l'armée de mon pays, mais elle fait partie de l'armée africaine, il ne faut pas avoir peur de parler, que non, ce monsieur veut violer les textes, il veut violer notre pacte républicain. L'armée peut aujourd'hui s'élever et dire, tel monsieur, on te met de côté, tel monsieur, celui qui va diriger la... Non, mais Serge, il faut beaucoup féliciter l'armée zimbabwéenne. Ces officiers, sans effusion de sang, il y a aujourd'hui une transition sans Mugabe. Nulle part inscrite dans la constitution zimbabwéenne. L'armée a joué un rôle, elle a évité l'effusion de sang, elle a sécurisé Mugabe, elle a fait en sorte que Mugabe ne soit pas inquiété jusqu'à le sortir dehors. Et aujourd'hui, tu te rends compte que l'armée a commencé à traquer les gens autour de Mugabe, les gens qui étaient en train de traquer des corrupteurs. C'est les gens qui étaient en train de diriger cette armée. Est-ce que l'armée congolaise traquera un jour ceux qui ont détruit les FPI? Ça, c'est la question. On va peut-être répondre à cette question. La justice congolaise arrivera à le faire, mais au sein de l'armée congolaise, il y a des dignes fils de ce pays, Serge, qui ne peuvent peut-être pas dire des choses, déclarations publiques. Il y a des dignes fils de ce pays qui savent le malheur que nous vivons tous, et que pour le bien du Congo, ils doivent travailler pour le pays. On va revenir au pays. John a ouvert avec le premier, vous ouvrez, John va conclure avec le deuxième. Il y a les RASOP qui annulent déjà la manif. Je prends cette manchette du journal Forum. L'opposition ayant repoussé sa marche au 30 novembre, RASOP MP, les chocs frontaux évités de justesse. Forum poursuit
en disant, dans sa lettre adressée au gouverneur Kimbuta, le président de l'ECD, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayoulou, donne les détails sur l'itinéraire. Page 3, je vais lire la lettre de Fayoulou, pas les contenus de l'article. Ça, c'est la lettre de l'ECD, Kinshasa, 21 novembre 2017. Référence, je vous épargne ces détails, à monsieur le Premier ministre, vice-premier ministre et ministre intérieur, à monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, tous à Kinshasa, Gombe, à monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, à Kinshasa, objet information. Monsieur le gouverneur, conformément à l'article 26 de la Constitution, nous vous informons que notre parti politique ECD, en collaboration avec les partis membres du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, organise une marche pacifique le jeudi 30 novembre 2017 prochain dans la ville de Kinshasa. Deuxième paragraphe, notre marche débutera à 7h à partir des sièges, les sièges au pluriel, des quartiers et quartiers communaux de nos partis politiques et débouchera vers 17h sur l'esplanade située entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'enseignement en face du stade de Martyrs. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, l'expression de nos meilleurs sentiments patriotiques. Martin M. Fayoulou, M comme Madidi, président. Plus de peur que de mal. On a évité la confrontation. Augustin Kabouya l'a dit sur les ondes des médias périphériques. Exactement, c'est une très bonne initiative. Je comprends que pour qu'ils en arrivent là, le rassemblement doit avoir eu un débat interne très intense. De 48 heures. De 48 heures, parce qu'il y a des gens qui voulaient aller le 28, cet affrontement-là. Pour les frontales. Se dire que c'est capituler, ça donnerait une mauvaise impression. Il y avait d'autres qui voulaient emmener, comme on a amené Mugabe jusqu'à la fin. Donc, amener le régime jusqu'à la fin de ses idées machiavéliques. C'est comme ça que, bon, c'est pas la première fois que lorsque l'opposition appelle à une manifestation, la majorité s'y appelle. Alors là, à Malin Guinée, le rassemblement a bien joué en termes politiques pour éviter qu'il y ait affrontement. Maintenant que jeudi a été choisi pour la manifestation du rassemblement, nous allons maintenant voir comment ceux qui voulaient mobiliser le 28 vont s'en sortir. Mais qui ne vous dit pas qu'il y aura une critique qui va encore sortir aujourd'hui pour projeter une manif aussi le même 30. Alors en ce moment-là, ça va maintenant sauter aux yeux de tous que ces gens sont animés de mauvaises volontés. De la provocation. De la provocation. Hier, tout le monde disait sur ce plateau, on prêtait à Kabila des intentions. Il y aura passage civilisé de flambeau en 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Nous comprenons que personne n'a prêté des intentions à qui que ce soit. Maman Olivali à Goma, on leur prête des intentions. L'objectif était de vouloir se pérenniser au pouvoir. Nous sommes en 2017. Ils ont parlé de 2018. Je suis en train d'entendre le chuchotement. Je parle bien de chuchotement d'un référendum. Je crois que les gens qui vont voir l'idée de pouvoir, les gens qui n'aiment pas Joseph Kabila auront l'idée de pouvoir jeter, c'est un ballon d'essai, mais ceux qui vont jeter ça, qui vont relancer une idée comme ça, j'espère que c'est des gens qui ont bien parlé avec les officines internationales pour chasser Kabila. Mais si Kimbuta arrivait en violation de la loi à annuler la manif du 28 de la MP, ça sera une brèche aussi pour lui, en violation de la loi, d'annuler la manif de la sorte. Kimbuta n'a pas le droit d'annuler la manifestation. Selon la Constitution, c'est ça le problème chez nous. Est-ce que vous parlez de cette Constitution existe toujours? La Constitution, mais nous sommes régis par la Constitution. Je parle là parce que l'article 25, 26, 27, 28, 29 de la Constitution garantit les libertés fondamentales qui veut que je m'exprime, expression, liberté, le droit à l'information. C'est pour ça que je suis en train de parler. Joseph Kabila est là où il est maintenant, grâce à la Constitution. Nous sommes en train d'évoluer grâce à cette Constitution. Alors, Kimbuta n'a pas un pouvoir plus que la Constitution. Il n'en a pas. Il n'en a pas un. Ça veut dire que la Constitution, nous sommes dans un régime déclaratif. Informatif. Vous informez l'autorité. Et l'autorité prend des dispositions. Il prend des dispositions pour sécuriser, encadrer cette... Mais si elle n'est pas à même de prendre les dispositions, elle fait non, elle est autorité, elle perçoit les impôts, elle fait tout pour être en mesure. C'est justement ça le problème. Nous avons des autorités qui perçoivent les impôts qui sont incapables d'assurer. Alors, Peter Djani, la manif vise les régions du calendrier. Pendant que Nanga avait soulevé un certain nombre de préalables qu'il a résumés en termes de contraintes, 3 grandes lignes,
il y a certaines contraintes qui sont à passe d'être vidées déjà, comme le budget déposé à l'Assemblée à temps, peut-être on va en parler en dernier lieu de l'émission, comme la loi électorale que le Premier ministre a déposé le lundi. Mais comment ces scepticismes de l'opposition de pouvoir rejeter ces calendriers pendant que le gouvernement donne déjà des signaux et joue un peu sa partition? Le gouvernement a donné quel signal? La Senco s'est prononcée, vous avez Les dépôts de la loi électorale, c'est pas un signal? Oui, les dépôts du budget, plus de 500 millions de dollars réservés pour le financement des élections, c'est pas... Il y a des problèmes, Serge. Allez. La Senco, qui est porteur de cet accord, s'est prononcée. Les dépositaires des... Qu'est-ce que la Senco a dit? Qu'on devait réduire, pas décembre. La Senco vient de le dire. Ça fait 1 jour, 2 jours. La Senco a dit que ce n'est pas décembre. On peut réduire jusqu'au vers juin, juillet. Alors pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Deuxièmement, jusqu'aujourd'hui, Nanga n'a pas levé cette option de machine. Il y a des choses dont... Mais c'est la loi électorale qui va en déterminer. Hein? Justement. Ça veut dire que lui, déjà, quand il a levé l'option des machines, il a court-circuité l'Assemblée nationale par la loi électorale. Ça veut dire que les gens ont des idées préconçues. Serge, crois-moi, aujourd'hui, moi, Peter Tiani, ça n'engage que moi, je crois et je doute fort que la majorité au pouvoir va organiser des élections le 23 décembre 2018 pour que Kabila parte. Ils ont fait preuve de mauvaise foi depuis tout ce temps et aujourd'hui les dépositaires de l'accord ont dit qu'ils peuvent faire preuve de bonne foi pour réduire jusqu'au mois de juin, juillet. S'ils font preuve de cette bonne foi en réduisant les choses, on peut encore dire qu'on peut céder. Mais s'ils vont maintenir leur cap, là on comprendra qu'ils sont toujours de mauvaise foi et rien ne nous assure qu'ils se sont repentis. Alors, John, vous avez pris un peu de la patience, vous allez récupérer les temps et minutes. 28 novembre, l'opposition projetait une manif. Alors, la MP également a projeté une manif pour soutenir le calendrier. Ben, l'opposition comprend, si j'ai bien suivi le porte-parole de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui est par souci d'éviter un choc frontal, des affrontements. Voilà pourquoi l'opposition a voulu un peu poster-poser sa manif. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Mais oui, bon, non, il faut pas parler des nouvelles parce que la majorité peut rebondir. Voilà. Et elle est dans ce droit de rebondir autant de fois qu'elle le voudra. Parce que là, aucun texte ne l'interdit. Elle peut aussi revoir la date. Multiplier le nombre de manifs. Voilà. Donc, ça fait partie des jeux politiques. Hein, comme disent les Quinois, aussi les Sango. Donc, ça fait partie des jeux politiques. Si la majorité estime que c'est un calcul politique pour dissuader ce que l'opposition peut faire, en démocratie, ça passe. Ça peut être de la provocation, mais en démocratie, ça n'a aucun problème. Ça ne dérange pas. Mais il appartient maintenant à l'autorité de nous dire, de nous rassurer si elle sera en mesure de gérer la situation sur le plan sécuritaire par rapport aux deux manifestations. Très bien. C'est qui sera un peu difficile. Je salue ici la sagesse de l'opposition, mais ça ne résout pas le problème. Voilà. Parce que la majorité peut revenir encore pour dire non, non, nous, on renvoie le 30. La majorité, ce n'est pas seulement un parti, ce n'est pas seulement une personne, c'est autant de structures. Donc, ils peuvent maintenir le 28, mais d'autres... La Ligue des jeunes, par exemple, voilà, de la majorité. On va revenir. Voilà. Donc, à ce moment-là, si l'opposition voudrait seulement avoir une journée propre à elle, ça va être difficile. Très difficile. Et il faut savoir aussi, parce que j'ai écouté attentivement la lecture de la lettre de Martin Fayulu, et je n'ai pas entendu quelque part Martin donner la raison de cette marche. Voilà. Il s'est limité à informer l'autorité d'une marche projetée et donner l'itinéraire, mais il n'a pas dit à l'autorité les motivations de la marche. Vous voyez, c'est là le problème. Vous savez, ça me rappelle la pétition de l'opposition déposée à l'Assemblée nationale pour de choix faire partir au Bénin. C'est dans de petites erreurs comme ça qu'ils sont en train de commettre. Et quand l'autorité, Imouta va dire, je ne peux pas autoriser une telle marche parce que vous ne m'avez pas expliqué le raison de la marche, je n'autorise pas, tout le monde va sortir dans la rue pour dire, Baboye Libiso marche. Ah, on est contre les manifestations. Or, dans de petites choses, on ne sait pas respecter. Vous voulez déchoir le président de l'Assemblée nationale, mais dans la pétition, vous parlez du secrétaire général de la majorité présidentielle. Vous voyez l'erreur? C'est qui a fait que la pétition n'était pas passée. Et ça sera peut-être aussi la même chose. C'est le moment pour Fayulu de réécrire une autre lettre pour dire à Kimbuta pourquoi le RASOP, son parti, organise cette marche
le 30 décembre. Ça sera beaucoup plus complet parce que là, c'est pas complet. Mais vous savez, il ne faudrait pas que ça donne l'impression que ça fait partie des ultimatums qu'on lance pour faire partir un chef d'État. Ce qui s'est passé au Zimbabwe, c'était un mouvement spontané. Ça n'a pas été programmé, Peter Tchani. Parce que tu sembles un peu faire... je ne voulais pas parler de la confusion, mais tu fais trop de raccordements, mais frauduleux, entre la situation en Zimbabwe et la situation RD congolaise. C'est deux choses différentes, c'est pas la même chose. En tout cas, c'est pas la même chose. Ce qui s'est passé au Zimbabwe, nous l'avions dit, mais ce qui se passe dans notre pays, c'est tout à fait différent parce qu'il y a des élections que nous devons organiser. Et ces élections-là font face aux contraintes, entre autres financières. Nous avons besoin de moyens. Nos partenaires internationaux le savent. D'ailleurs, ils ont conditionné leur appui par une publication du calendrier. Ce qui vient d'être fait. Mais maintenant que le calendrier est là pour aller aux élections, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas contester le calendrier. Il faut faire de pression pour aider la CENI à trouver des moyens. Moi, je crois que la sagesse aurait, en lieu et place d'organiser des marches, c'est d'accepter ces calendriers et de suivre son application à la lettre. Voilà. Corneille Nangaa, vous avez dit le 20 janvier 2018, vous allez faire quoi? Vous allez faire telle chose. Nous sommes le 20 janvier. Vous l'avez fait ou pas? Vous ne l'avez pas fait. Nangaa, votre calendrier, vous avez dit au mois de février, il y aura telle chose. Vous l'avez fait ou pas? Nous ne l'avons pas fait. Pourquoi? Et à ces moments-là, quand on a des signes de départ du respect, du non-respect du calendrier, là, on peut projeter de marche pour dire non, on comprend qu'il y a une mauvaise foi. Mais aussi longtemps que le calendrier est publié, le jour même de sa publication, quelques minutes après, sont les déclarations du rejet des calendriers. Aujourd'hui, il y a une marche pour contester ces calendriers. Mais ça risquerait d'être un faux ultimatum. Alors, John Lungila, vous avez encore de la parole. Je crains fort déjà la journée du 28, soit déclarer une journée ville morte ou une journée fériée non déclarée, parce que qui est ce parent qui va accepter de laisser ses enfants aller à l'école? Et la journée du 30, Kekimbuta l'accepte ou pas, comme la journée du 28, Kekimbuta l'accepte ou pas, nous risquons de perdre comme ça 2 jours au cours d'une même semaine. Ça sera un manque à gagner pour la République. Ça, c'est pour le mois de novembre. Et transposons ça maintenant au... Non, mais c'est ce que je dis, les conséquences, parce que ça fait partie des conséquences des journées ville morte. Hein? Vous savez, le 24 avril 1990, Mobutu décide de quitter le MPR. Quand il quitte le MPR, à l'époque, pour être président du Zaïre, il faut être président du MPR. Il quitte le MPR, l'opposition récupère la situation, Mobutu doit partir. Mobutu doit partir, il n'est jamais parti. Nous arrivons le 5 décembre 1991. La CNS, des négociations. On a dit quoi aux Congolais? Mobutu est en train de partir. Mobutu est en train de partir. Mais Mobutu n'est jamais parti. Il est toujours là. Nous sommes arrivés. L'AFDL est venu chasser Mobutu. C'était un mouvement spontané. C'était pas programmé. C'était un troisième larron, comme le dit Bomanza, qui est venu chasser Mobutu. Mais jamais on peut programmer une action pour faire partir un chef d'État. Nous arrivons le 30 juin 2005. C'était, rappelez-vous, 1+4 avec Jean-Pierre Bemba. Tout s'arrête, l'opposition. Tout s'arrête le 30 décembre. Il n'y aura rien après. D'ailleurs, Bemba a dit, papa, sinon vous savez ce qui s'est passé. Après, Kabila est resté au pouvoir, il y a eu élection. Aujourd'hui, on parle des 19, je parle même des 19 décembre 2016, rappelez-vous. Et pas une seconde pour Joseph Kabila. Après son mandat, il doit partir. Kabila est toujours là. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le plus important, ce ne sont pas des ultimatums qu'on doit lancer à Kabila. Parce que dans tous ces ultimatums que je viens de vous citer, les conséquences, c'est quoi? Il y a eu de morts, il y a eu de pillages, et après, ce sont des opposants qui sont entrés au pouvoir, et Kabila reste toujours là. Donc, on est tenté de comprendre que quand l'opposition lance des ultimatums, c'est une demande d'emploi pour demander à Kabila qu'il soit nommé au prochain gouvernement, et le peuple va perdre, le pays va perdre, il n'y aura rien. Il y a le calendrier, respectons ces calendriers, le budget est déjà déposé, peut-être on en parlera, pour voir la ligne budgétaire réservée tout à l'heure. Les élections projetées en 2017. J'ai aimé votre dernière phrase, hein, quand les opposants font ça, c'est pour entrer au gouvernement. Ils sont nombreux, notamment les Steve Mikai. Il criait ici les 17
le 30 décembre, pas une minute pour Kabila. Je suis content que vous ayez épinglé cela. Alors, est-ce qu'on peut prendre le deuxième thème de l'émission ou bien vous voulez rebondir? On prend le budget, hein, parce que non seulement Steve Mikaï, il y a Makila, il y a... Bon, on fait non, pas ils sont vraiment au nom de l'accord. Oui, oui. L'accord signé par... les Tibala aussi. Oui, justement, c'est ça. C'est ce qui est dit justement par tout le monde. Alors, maintenant... Ça, il faut aussi le dire. Ils sont vraiment au nom de l'accord. Vous n'avez pas la parole. Non, c'était une précision que je voulais porter. Oui, au nom de l'accord. Parce qu'ils avaient fait pression. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut parler du budget? Le Premier ministre sera tout à l'heure à l'Assemblée nationale. C'est l'interpellation du député Henri Thomas Lokondo-Yulé de la majorité. Il ne s'explique pas, comme l'ensemble de la représentation nationale, la loi sur les finances publiques est claire, les règlements intérieurs de l'Assemblée est clair, que à la session budgétaire, les premiers ministres, chefs du gouvernement, s'amènent avec son budget au plus tard le 15 septembre. L'Assemblée a 40 jours pour traiter de cette loi des finances. Le Sénat en a 20, ça fait 60 jours, mais à quelques 25 jours de la clôture de la session, c'est en ce moment-là que le Premier ministre vient déposer son budget. Ça, c'est pour mettre l'Assemblée en difficulté ou se mettre l'Assemblée dans une procédure d'urgence. Alors, qu'est-ce que Tibala va venir dire aujourd'hui à la représentation nationale et quelles peuvent être les conclusions, je ne vous mets pas à la place de Lokondo, les conclusions de l'interpellateur. Henri Thomas. Vous savez, nous sommes dans une période de turbulence, de forte turbulence. Vous savez, vous avez l'habitude de prendre l'avion. J'ai appris dernièrement que vous étiez à Paris sans demander des excuses aux téléspectateurs. Allez-y, John. Vous partez toujours comme ça. Et on est surpris le matin, ce n'est pas vous qui prenez les Merci, John, merci. Vous prenez trop les avions. C'est une manière de vous savez, quand vous êtes, même si vous êtes à bord de Air France, au ciel, quand vous êtes en plein avion, les zones de turbulence, peu importe, même si c'est Obama, les zones de turbulence, vous allez le traverser. Très bien. Vous voyez? Donc nous sommes dans une zone de turbulence. Et ça touche, ça concerne tout le monde. Moi, je suis tenté de comprendre le gouvernement. Ce retard peut être justifié d'abord par la situation politique qui était un peu pas précise. Ouais. Voilà, c'était pas précise. Il fallait avoir de précision. Moi, je crois, la publication du calendrier est venue préciser les choses. Ça donnait des idées claires et précises sur l'avenir du pays. Le gouvernement maintenant sait ce qu'il est censé faire avec ses calendriers. Le partenaire savent aussi ce qu'ils doivent faire pour le pays. Peut-être l'opposition va rejoindre en retard. Après peut-être un dialogue qui les uns pourront intégrer le gouvernement. Mais je crois qu'avec les calendriers, on a une idée. Donc Tibala, si je vous comprends, va asseoir son argumentaire aujourd'hui sur les fluctuations politiques, les zones de turbulence. Mais on ne peut pas faire fi de ça. Vous savez qu'il y avait des bruits ici sur un troisième dialogue, des négociations. Maintenant, le pays se gère en fonction des négociations. Même au moment où nous parlons, il y a des négociations. C'est une avancée pour le démocratique ou rien? Non. Bon, effectivement, on en a besoin parce que notre démocratie, c'est pas encore consolidée. Elle a besoin de ça pour se nourrir et pour grandir, devenir mature. Même les États-Unis est passé par là, la France aussi. La démocratie congolaise en a besoin jusqu'au moment où les politiques vont comprendre qu'il faudrait maintenant attendre des élections et éviter des négociations. Ces budgets, je crois que j'ai eu le temps de visiter, de lire à fond ces budgets. Ça rassure. Moi, je crois que nous devons faire confiance à ces rassure. Il y a une ligne budgétaire importante de 500 millions de dollars, 800 milliards de francs congolais. D'abord, c'est un budget qui donne priorité aux élections avec ces fonds-là. Vous voyez? Et au-delà des priorités liées au budget, il y a aussi les sociales qui est retenu. Cette fois-ci, il y a une ligne budgétaire d'au moins 28% retenue rien que pour ce budget. Ici, vous allez voir la prise en charge maternelle et infantile. Vous allez voir la lutte pour arrêter l'instabilité macroéconomique. Vous allez voir une ligne budgétaire pour l'enseignement, 16-15%. Une ligne budgétaire pour la culture, le sport, 1%. Bref, le social est pris en compte par ces budgets, qui du reste va aussi lutter pour la certification de nos minéraux. Vous savez qu'aujourd'hui, pour avoir une ouverture au marché financier et bénéficier des financements, vous devez apporter quelque chose à vendre sur le marché international. Et nous avons des minéraux. On se plaint toujours, nous sommes un pays riche, mais on ne sait pas accéder au marché parce que nos minéraux ne sont pas certifiés. Donc vous demandez, en définitive, à Henri Thomas Lokondo de comprendre un peu. Oui, j'appelle à la compréhension parce que c'est lié à ça. Qu'il se dise à la fin, il n'a pas été satisfait de la réponse et qu'il demande au Premier ministre de tirer les conséquences, c'est-à-dire aller démissionner. Ça va encore créer d'autres... Non, ça n'arrivera pas. Je sais qu'il y aura une mention incidentielle et des choses vont passer. Oh, merci. John,
John Lungila, sinon le budget est là. Il faudra plutôt que l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale puisse vraiment chercher là où trouver assez de moyens. Il faut féliciter Kangoudia pour le travail qu'il fait au budget. C'est un travail énorme. Avec ces budgets, il rassure. Et j'ose croire que c'est un travail des professionnels. On attend le résultat l'année prochaine. Les problèmes qu'il a eu avec l'INC et son président ne l'ont pas... Ça c'était un problème personnel. D'ailleurs, je vous ai dit que si vous allez au budget maintenant, le cabinet respire. Parce qu'avant, c'était le marché Gambela. Comment ça? Il y avait du monde là-bas. Ceux qui sont partis ont permis au cabinet de respirer. Mais non, il fait beau vent avec des jeunes qui rassurent. Si vous permettez de citer, j'ai vu des jeunes qui travaillent. Les directeurs de cabinet sont parfaits. J'ai vu, ils sont nombreux, le Boutakilé, les Crassins, qui font un bon travail avec les Français au coteau. Il faut les laisser travailler pour la République. Très bien, merci beaucoup. C'était John Lungila de Congo Web Télévision, l'émission Table Ronde sur Kiosque à Peter Tiani. L'interpellateur, comment il va faire sa conclusion? Vous pensez que dans sa conclusion, il va demander au Premier ministre de démissionner et le Premier ministre va peut-être asseoir son argumentaire d'aujourd'hui sur base de quelle loi? Parce qu'il a lui-même violé la loi. Il n'a pas déposé les budgets à temps selon la loi des finances. Il n'a pas déposé les budgets à temps selon les règlements intérieurs de l'Assemblée. Il va maintenant asseoir son argumentaire sur base de quoi? Lissanga Bonganga va l'aider comme il est ministre d'État près le Parlement? Bon, le problème au Congo, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème de volonté politique. Je suis quand même tout à fait sidéré que tu dises qu'il y aura une motion incidentielle qui viendrait. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale représentent toute une population. Ils ont reçu mandat, bien qu'aujourd'hui ils sont hors mandat. Et lorsqu'il y a des interpellations, c'est pour qu'on rende de compte. À faire passeport, à faire des gens qui meurent. L'élevabilité oblige. Ça veut dire que lorsque vous dites qu'il va y avoir une motion incidentielle, vous êtes en train de vous moquer de la population congolaise. Et ça, c'est quand même d'une gravité énorme. Bon, il faut aussi rectifier que Mbikaï n'est pas au gouvernement pour la signature de l'accord de Tshisekedi. Il était déjà là avec Kodjo. Tshisekedi n'avait pas signé avec Kodjo. Lorsque vous parlez des lignes budgétaires, les lignes budgétaires, ça a commencé en 2011 avec l'Assemblée nationale. On appelle les élections 2016. Pourquoi? Tout ça, c'est... Le Parlement avait voté la ligne de crédit de l'ordre de 250 000, hein, chaque, donc 250 millions chaque mois pour pouvoir tenir ces élections. Donc chaque année. Chaque année. On n'a finalement pas eu ces élections pour raison de moyens. Pire encore, je vais ajouter ici que Nanga, avec le gouvernement, ici, il devait avoir l'année passée 300 millions. Ça a été respecté à 25%. Maintenant, on entend l'autre Premier ministre qui a été débauché et qui maintenant veut revenir à la raison, qui dit qu'il a plus contribué que Matata. Puis tu as raison de dire que les mêmes personnes qui envoient les gens dans la rue, les autres gouvernements, c'est parce qu'on n'a pas une culture d'homme, d'État dans ce pays, on n'a pas une culture de redevabilité, on n'a pas des gens capables, des gens qui ont une crédibilité. Qui ont les sens de l'honneur. Oui, même toi et moi, nous sommes journalistes, c'est pour ça que le devoir de mémoire a été créé. Même toi et moi qui sommes journalistes, nous disons des choses aujourd'hui ici, mais peut-être que demain, nous allons dire le contraire. Une fois, j'ai suivi une brillante prestation de mon co-débatteur, John, lorsque l'un des membres de la famille était touché, qui a rendu le service de ce pays. Revenez au budget. Policier, je suis dans le budget. Non, le budget n'a rien à voir avec les membrs des familles de John Lungila. Serge, je suis en train de... John l'a dit à la télé. Je n'attaque pas John. Je félicite ce qu'il lui a fait. Sinon, je ne sais pas parler, Serge. Il a parlé à la télévision et moi j'ai apprécié parce que nous avons travaillé ensemble même dans le vrai journal sur un des membres de la famille qui a été tombé pendant la bataille avec les histoires de Nembonanté, mais John s'était plaint sur la situation qu'il avait vécue. Aujourd'hui il a une famille. Est-ce que ses enfants ont été indemnisés au regard du travail que leur père a fait? C'est ça le Congo que nous voulons, John. Est-ce que tu peux regarder à la télévision, dire que tes soeurs, tes frères, là aujourd'hui, le gouvernement prend soin d'eux? Vous pouvez revenir sur les budgets? C'est le Congo que nous voulons. Quelles peuvent être les conclusions de Lokondo aujourd'hui? Il va pousser les bouchons jusqu'au bout, demander la démission du Premier ministre, une démission qui va impliquer encore d'autres représentants politiques avec l'héritage déjà constaté qui va certainement peser sur la machine politique et les calendriers des Nanga, ou bien Lokondo va peut-être se limiter à des recommandations? Non, ça ne peut plus le faire peur parce que cette assemblée n'a fait tomber aucun ministre. Encore moins un Premier ministre. John a révélé ici qu'il y aura une motion incidentielle. Parce que le Kondo, c'est parmi les députés de la majorité qu'il faudrait féliciter. J'ai informé aux téléspectateurs qu'il y a des devoirs de mémoire pour des personnes qui sont restées constantes. Et il y en a beaucoup du côté de l'opposition de la majorité qui viendra.
que nous avions conçus. Merci parmi beaucoup. lesquels, je peux même dire en passant, le Kondo figure parmi les personnes qui sont restées objectifs. Mais laisse-moi aussi faire une digression, comme John l'a fait au début. Je ne peux pas aussi parler dans cette émission sans penser aux personnes de probité morale qui ont beaucoup fait pour ce pays. Je pense ici à Franck Diongo qui est en prison. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pu se faire enrôler. Abbas Kayonga aussi, hein? Exactement, il n'a pu se faire enrôler. Vous le enrôler. connaissez, Abbas Kayonga? Non, Abbas, les messieurs anti-fraude du Sud Kivu. Ça c'est des gens qui sont venus torpiller ce pays. Oh. Donc vous avez Franck Diongo à la prison qu'on ne peut pas oublier, vous avez Mouyambo, vous avez Dio Mindongala, vous avez Leta Mangasa, je ne peux pas oublier, pour finir par là, Moïse Katumbi à l'étranger, des gens qui font un grand travail. Pour ce pays. Non, je lance ici, j'ai félicité le Kondo. Il y a de la majorité, ils sont nombreux au sein de la majorité qui font un travail aussi digne, mais du côté de l'opposition, laissez-moi dire que les Diongo sont des races choisies. Les Moïse Katumbi est quelqu'un qui, la majorité nous a présenté comme un modèle de gouverneur qui aujourd'hui passe pour la bête noire. Quelqu'un m'a même dit à moi, Peter Tiani, qu'il n'a journal n'a pas sur limos à la kimia qu'on le blâme comme Moïse Katumbi te foyer pena na chef et tu vois ça veut dire que c'est des gens comme ça qu'il faut, nous à la télévision, nous allons communiquer sur des personnes qui subissent de l'injustice. Ils sont nombreux. Merci comme beaucoup. je viens de parler aussi le cas de John Lungila. Madame, Messieurs, l'émission est terminée. La personne éprouvée. John Lungila et Peter Tiani étaient les invités des kiosques de ce matin. Et je vous avais promis qu'aux derniers instants de ces magazines, j'allais vous faire une mise au point sur la situation de Daniel Safou. Alors, je vous apprends, j'ai suivi sur Okapi ce matin que le CESAC venait de prendre une mesure d'assouplissement des sanctions contre Safou. Au lieu de 60 jours, le CESAC a pris maintenant une décision pour 45 jours. Donc, Ekiti-moi Moukié. Alors, je m'en vais vous faire la genèse de l'émission, de ces dossiers en 5 minutes, rapidement. Parce que vous m'appelez, je vous donne cette info une bonne fois pour toutes. Et ici, je ne soutiens ni Safou contre les CESAC, ni les CESAC contre Safou. Safou est passé pour dire des choses ici sur ce plateau au conditionnel. Il est accusé par Madame Élisée Mounembwe, questeur de l'Assemblée au CESAC. Les CESAC convoquent Safou. Safou ne se représente pas parce que Safou n'avait pas accusé réception de l'invitation. Le CESAC a fait la mauvaise direction en déposant l'invitation à CCTV. Or, Safou ne travaille pas à CCTV. Et sur base de cela, il y a eu une deuxième invitation à laquelle Safou n'avait pas accédé. On a donné ça à un des collaborateurs de Safou. Safou ne s'est toujours pas présenté. Et le CESAC s'est réuni pour sanctionner Safou. J'ai la décision ici. Le CESAC s'est réuni pour sanctionner M. Safou. C'est ça la décision. Le CESAC s'est réuni, décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 31 octobre 2017 portant embargo de 60 jours sur tous les médias opérant en RDC contre l'acteur social Daniel Safou. Vu. Après débat et délibération, décide. Article 1er. Est décidé un embargo de 60 jours contre l'acteur social Daniel Safou à dater de la notification de la présente. Ça, c'est la première décision. On siégeait, ça c'est ce qui est très important, on siégeait Atoufou Kambouze François, membre, Banzatier Folo Godin, membre, Ekambo Douassenge Jean Chrétien, membre, Kanyimbo Manyonga Chantal, rapporteur, Louboyam Vidi Célestin, membre, Mayela Kinkela Magui, membre, Koïsasi Alain, vice-président. 7 membres ont siégé pour sanctionner Daniel Safou. Alors, en matière de décision au CESAC, que disent les textes? J'ai avec moi ici la loi organique du CESAC, j'ai avec moi ici les règlements intérieurs. Je m'en vais vous lire une disposition de la loi organique. Article 39 de la loi organique. Article 39. Pour votre gouverneur, chapitre 4 de l'organisation et du fonctionnement du CESAC. Article 39. L'Assemblée plénière ne siège valablement qu'à la majorité des membres qui la composent. Elle ne prend ses décisions que si les 2 tiers de ses membres sont présents. Les 2 tiers de 15 membres, ça fait combien? Aux juristes de répondre. Les 2 tiers de 15 membres, ça fait combien?
Ça fait 10 personnes. Mais vous vous réunissez à 7, vous prenez une décision à violation de votre propre règlement intérieur. Je ne sais pas si vous avez des juristes chez vous et des sommetés comme des Chantal Kanyembo, des titres que nous respectons, appuient des choses comme ça. Et à la présidence, on nous suit. Les 2 tiers réclamés dans la loi organique ici, c'est-à-dire 10 membres, vous siégez en violation de votre propre organe, la loi organique, et vous sanctionnez SAF. L'avocat conseil de SAF fait appel de la décision et demande l'annulation pure et simple. Les CESAC se réunissent en session ordinaire. Et les CESAC dit ceci, décide. Le conseil fait droit à la demande de M. Daniel Safou tendant à la remise de la procédure et son prestine état pour lui permettre de présenter ses moyens de défense en bonne et due forme. Article 2. Monsieur Daniel Safou est invité à présenter ses moyens de défense au secrétariat d'instruction du CESAC le lundi 20 novembre. Ici, l'avocat conseil de Safou ne demande pas qu'on recommence la procédure. L'avocat, j'ai la lettre, je vais vous la lire peut-être demain, demande qu'on reporte la décision qui violait les règlements intérieurs et la loi qui régit le CESAC. Mais ici, on remet à tapis la décision sans pour autant retirer la sanction. Pendant ce temps, Daniel Safou avait déjà purgé pendant 2 semaines cette sanction illégale. Nous allons poursuivre demain avec les invités, la réalisation. Puisque vous nous invitez, vous nous donnez des invités, s'il vous plaît, appelez-moi quelqu'un comme Laurent Onyemba qui connaît les textes et règlements et des lois. On va poursuivre demain et nous allons vous donner jusqu'à la fin de la semaine l'évolution de la décision. Et encore hier, ce qui était grave, les CESAC prend une décision selon la radio Capi d'assouplissement. Donc les CESAC confirment même l'irrégularité. D'abord, le fait pour les CESAC de dire ici que la mesure est remise à tapis, la procédure est remise à tapis, c'est-à-dire les CESAC méconnaissent la première décision. Mais au lieu d'abord de retirer l'embargo, vous méconnaissez la première décision, mais vous demandez à quelqu'un de... Non, 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 non. Et je vous apprends, pour vous téléspectateurs, ne me dérangez plus, Daniel a saisi la section administrative de la Cour suprême de justice qui fait office de la Cour de... Non, le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Et je pense que les CESAC devraient se dessaisir. Demain, nous vous donnerons encore plus de détails parce que dans la sanction, ici, les CESAC se basent sur les directives de la AM. Ça, c'est encore une grave aberration. Ces directives de la AM sont contraires à l'exposé des motifs de la loi qui régit, bien qu'étant la loi donne le droit au CESAC de combler les vides juridiques quand il s'agit des vides juridiques, de prendre des directives, mais les CESAC ne pouvaient pas prendre une directive de la AM qui est conforme, qui n'est pas conforme ni à l'exposé des motifs de la loi organique régissant les CESAC, ni encore conforme à l'actuelle constitution, parce que cette directive de la AM était conforme à la constitution de la transition de 2004 qui a été abrogée par la constitution de 2006 du 18 novembre. Cette émission est terminée. Cette mise au point valait sa peine. Merci beaucoup à la réalisation de pouvoir m'envoyer demain Laurent Onyemba et quelqu'un d'autre. Ils pourront venir pour nous éclaircir davantage. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'anniversaire de Gabriel Chabani Record hier. C'était hier. Donc, allez, bon anniversaire, cher Gabi. Et à tous les journalistes de Congo Web, en commençant par lui-même, le numéro 2, le numéro 1 d'ailleurs, Gilbert Biladi. Et d'où Jésus Bélédou. Demain, avec le même plaisir.